Une nuit, deux chiffres se croisant brusquement et fissurent un calme déjà menacé. Ce qui semblait sous contrôle au Burkina Faso devient soudainement une vulnérabilité mesurable. Lorsqu'Ibrahim Traoré décide de ne laisser passer aucun signal, aussi minime soit-il, il ouvre une question cruciale. Que se cache-t-il sous la surface de ces anomalies? Ces écarts invisibles peuvent-ils redéfinir une stratégie nationale et la souveraineté du pays? Une question essentielle se pose. Si ces signaux étaient ignorés, quel aurait été l'impact sur la sécurité nationale? L'histoire du Burkina Faso en tant qu'État souverain n'est pas simplement une question de pouvoir militaire ou diplomatique, mais aussi de comment le pays lit et interprète ses vulnérabilités invisibles. Lorsqu'Ibrahim Traoré choisit de scruter chaque variation mineure dans les signaux reçus, il ne s'agit pas seulement de répondre à une menace, mais d'un processus d'anticipation où chaque détail compte. La question essentielle n'est pas quels sont les risques, mais comment anticiper l'imprévisible. Dans cet environnement en constante évolution, chaque signal, aussi insignifiant qu'il paraisse, devient une donnée stratégique. Les enjeux sont énormes. La souveraineté du pays repose sur cette capacité à détecter, analyser et comprendre ces petites anomalies avant qu'elles ne deviennent des menaces critiques. Cette approche, bien qu'invisible, forge la résilience du Burkina Faso. La promesse de cette analyse est simple: donner une vision plus claire des risques réels en reliant chaque signal à son degré d'urgence. En acceptant de remettre en question les schémas traditionnels, Traoré ouvre un nouveau champ de réflexion pour l'avenir du pays. La nuit semblait calme, mais deux chiffres relevés au même moment ont commencé à fissurer ce calme apparent. Ibrahim Traoré, observateur aguerri des petites anomalies, a immédiatement perçu un décalage, un signal faible, mais récurrent. Alors que tout semblait stable, ces chiffres montraient une intensification qui ne pouvait être ignorée. Cela ne semblait être qu'un incident technique, mais pour Traoré, cela représentait bien plus. La vulnérabilité du pays, cachée sous une couche d'apparente stabilité, devenait de plus en plus évidente. Il a alors demandé à ce que chaque donnée soit analysée en profondeur, chaque signal mis en perspective pour voir au-delà des évidences. En croisant les rapports de différentes zones géographiques, il a observé un motif récurrent qui semblait se dessiner, une régularité dans des données qui auraient autrement été écartées. C'est ainsi qu'une première révélation est née. Ces faibles variations n'étaient pas des erreurs, mais des indices d'une activité plus complexe. L'intensification de ces signaux ne correspondait pas à des fluctuations normales, mais à une séquence méthodique et ciblée que seul un regard averti pouvait percevoir. Mais ce n'était que le début. Le vrai défi résidait dans l'interprétation de ces données. Ces signaux étaient-ils un simple bruit de fond ou constituaient-ils une menace réelle pour la sécurité nationale? La réponse à cette question allait orienter la stratégie de défense du pays pour les mois à venir. Au cœur de cette dynamique, les équipes locales ont joué un rôle clé. Elles ont été les premières à repérer ces anomalies, souvent jugées insignifiantes par les niveaux supérieurs. Mais en croisant leurs observations avec les données disponibles, elles ont construit une analyse plus large. Leurs rapports sont devenus des indices fondamentaux pour comprendre une tendance cachée dans la masse des informations. Leurs observations, bien que discrètes, ont permis à Ibrahim Traoré de poser les bases d'une stratégie préventive. Leurs relevés ont constitué les premières pièces d'un puzzle plus vaste qui, une fois assemblé, a révélé un schéma précis, des signaux faibles qui se convergent vers un même point de vulnérabilité. Mais l'impact de ces premiers relevés a été plus profond encore. Il a permis de renforcer la crédibilité de l'analyse. Ce n'était plus une simple coïncidence, mais bien un phénomène régulier qui attirait l'attention. Dès lors, la question n'était plus de savoir si ces données étaient importantes, mais plutôt pourquoi les avoir ignorées si longtemps.
Ces premiers signes ont révélé une lacune dans l'approche traditionnelle de l'analyse du risque. L'effet de cette révélation a été immédiat. La confiance des unités locales dans leur propre capacité à détecter des menaces a été renforcée. Chaque détail, désormais pris en compte, devenait un vecteur de vigilance accrue. Les équipes avaient compris, leur rôle n'était plus de simplement rapporter des faits, mais de créer une carte dynamique des risques. Ce travail de détection précoce a eu un effet domino. L'analyse s'est affinée, les réseaux de communication se sont resserrés et une nouvelle méthode de gestion de la sécurité s'est mise en place. Ces premiers pas ont préparé le terrain pour des actions plus décisives à venir. Les premiers signaux avaient été relevés, mais leur portée n'était encore que partiellement perçue. Pourtant, en quelques heures, la situation a évolué. Ce qui semblait être une anomalie locale est devenu un indicateur clef d'une stratégie plus complexe. Une première série d'observations avait révélé des variations dans les comportements des drones, mais ces petites anomalies ne formaient qu'une partie d'un tableau là, plus vaste. Lorsqu'ils ont croisé les premiers rapports avec les données météorologiques et les informations logistiques disponibles, une autre vérité est apparue. La séquence initiale de relevés a commencé à s'organiser en un ensemble cohérent, formant une trajectoire qui ne pouvait plus être ignorée. En quelques heures, les équipes ont observé que les drones, au départ dispersés, suivaient désormais des trajectoires convergentes. Ces mouvements, autrefois aléatoires, se structuraient autour d'un point stratégique spécifique. Chaque ajustement des drones semblait répondre à un objectif précis: sonder les capacités de défense du pays. Ce n'était plus un simple test technique, mais une tentative délibérée d'identifier les points faibles de la surveillance nationale. L'intensification de ces comportements a donné naissance à une prise de décision rapide. Les autorités ont décidé de passer à l'activation d'une réponse stratégique. La réaction n'a pas tardé. Les unités locales ont rapidement verrouillé les zones sensibles, tandis que les réseaux de surveillance étaient redéployés pour optimiser la détection des drones. L'objectif était clair: intercepter ces appareils avant qu'ils ne parviennent à obtenir suffisamment de données sur les installations militaires. Les équipes sur le terrain ont également été chargées d'analyser les trajectoires de manière plus approfondie, afin de réduire les angles morts. En parallèle, Ibrahim Traoré a ordonné l'intensification des relevés, demandant à ce que chaque détail soit consigné. Ce passage à une phase active de surveillance a permis de mieux comprendre la méthode de l'ennemi. Les drones, bien qu'évoluant à des altitudes relativement basses, avaient un comportement très particulier. Ils semblaient tester les limites du système. Ils montaient, descendaient, se repositionnaient, comme s'ils cherchaient à éviter les points d'observation des radars. Une fois cette tendance identifiée, l'équipe a déployé des contre-mesures adaptées. En quelques heures, les équipes avaient ajusté leurs équipements pour s'aligner sur ces nouvelles observations. Les changements étaient subtils mais efficaces. À ce moment-là, les signaux devenaient insuffisamment clairs pour que l'on passe à l'action. Ibrahim Traoré a alors pris la décision cruciale: il fallait neutraliser les drones. L'activation des systèmes de défense a été immédiate. La première interception a eu lieu à 2000 mètres, mais cela n'a pas suffi pour arrêter la séquence. Les drones ont réagi en modifiant leur altitude, cherchant à esquiver la détection. Cependant, les équipes étaient pètes. Les appareils ont été verrouillés rapidement. Une à une, les cibles ont été éliminées. En 6 minutes, 3 drones ont été neutralisés. Cette opération rapide a non seulement mis un terme à la menace immédiate, mais a également prouvé qu'une vigilance accrue et un réseau de surveillance bien calibré pouvaient faire toute la différence. Cette réussite a transformé ce qui était initialement perçu comme une série de petites anomalies en un processus stratégique global. Grâce à cette opération, le pays a montré qu'il n'était pas seulement capable de réagir aux menaces, mais qu'il était également en mesure de les anticiper et de les neutraliser avant qu'elles ne deviennent trop dangereuses.
Les preuves quantitatives ont joué un rôle central dans cette opération. Trois mesures clés ont permis de démontrer que la menace n'était pas une coïncidence, mais un schéma préétabli, conçu pour tester la défense du pays. Un premier repère concerne l'altitude des drones. À 2000 mètres, l'appareil ne semblait pas pouvoir échapper au radar, mais cette altitude a rapidement montré un schéma de manœuvre systématique. En ajustant sa position, le drone cherchait à tester les limites du système de détection. En quelques heures, un deuxième appareil a été détecté, cette fois à 1500 mètres, un changement d'altitude qui suggérait une tentative de contourner les fréquences recalibrées du réseau de surveillance. Ce mouvement n'était pas aléatoire. Il représentait une analyse stratégique du terrain aérien. Le troisième appareil est apparu à 1800 mètres, toujours avec une trajectoire similaire, mais cette fois plus erratique, tentant de manipuler son comportement pour éviter l'interception. L'altitude a donc été un facteur clé pour comprendre l'intention des opérateurs extérieurs. Chaque modification de l'altitude était une tentative délibérée d'échapper à l'observation. Un autre facteur quantifiable a été la vitesse de ces appareils. Le premier drone a atteint une vitesse de 400 km/h, ce qui est typique des drones de surveillance avancés. Cette vitesse a posé un défi particulier pour les équipes de détection, qui ont dû adapter leur stratégie pour traiter les informations dans un laps de temps très court. Ce défi de vitesse a été surmonté grâce à une coordination précise entre les équipes de terrain et les unités de commandement. La synchronisation des relevés de données et la rapidité de réponse ont permis une interception réussie. Chaque chiffre enregistré, l'altitude, la vitesse et les trajectoires, a ajouté une couche d'intelligibilité à l'analyse stratégique. En croisant ces données, les équipes ont pu élaborer un plan pour neutraliser les drones de manière rapide et efficace. La méthode de travail adoptée par Ibrahim Traoré et ses équipes consistait à réagir non pas uniquement en fonction des signes évidents, mais en prenant en compte chaque microdonnée recueillie sur le terrain. Cette approche a permis de transformer ce qui semblait être un incident isolé en une opération tactique structurée. En 6 minutes, tous les appareils ont été neutralisés. Cette rapidité d'exécution a non seulement validé les ajustements effectués sur le réseau de surveillance, mais a également renforcé la confiance dans la capacité des équipes locales à gérer des menaces de plus en plus sophistiquées. L'un des arguments avancés par certains analystes externes concernant la neutralisation rapide des drones et que cette réussite n'est en réalité qu'une conséquence des limitations techniques des appareils eux-mêmes. Selon cette théorie, les drones opérant à 2000 et 1800 mètres ne sont que des machines sous-utilisées, évoluant à des altitudes et des vitesses qui ne reflètent pas leur plein potentiel. Dans cette perspective, l'interception rapide ne serait pas une preuve de compétence technique, mais un effet inévitable d'une machine incapable de s'adapter à un environnement dynamique. Si l'on suit cette lecture, il apparaît que les capacités réelles des drones étaient largement sous-exploitées, ce qui explique leur vulnérabilité face aux radars recalibrés. Cependant, cette lecture ne tient pas compte d'un élément crucial, la réactivité des équipes locales et leur capacité à ajuster leur système de surveillance en temps réel. En fait, l'une des principales forces du Burkina Faso réside dans sa capacité à transformer une infrastructure limitée en un levier stratégique. Les ajustements apportés au système de détection ont permis de compenser les déficiences matérielles, mais ce n'était pas seulement une question de technologie. La véritable force résidait dans la méthodologie adoptée par les équipes. Une analyse minutieuse des signaux, une surveillance constante et une anticipation des mouvements adverses. En d'autres termes, ce n'était pas le matériel qui a permis d'intercepter les drones, mais la capacité des équipes à comprendre et à exploiter les données disponibles.
Cette approche méthodique a donné une forme de souplesse à un système qui autrement aurait pu sembler obsolète. De plus, l'argument selon lequel les drones aient été sous-utilisés ne tient pas face à l'évolution rapide de leur stratégie. Le fait que les drones aient ajusté leur comportement en modifiant leur altitude et en tentant d'échapper à la détection montre que l'opérateur extérieur a réellement tenté de déjouer le système de défense. Cette volonté d'adaptation prouve que la menace n'était pas simplement un test aléatoire, mais une tentative calculée de recueillir des informations stratégiques. En réalité, la neutralisation rapide des drones ne démontre pas un manque de compétences des opérateurs, mais une méthode de travail disciplinée et efficace qui a permis de combler l'écart entre les capacités limitées et les exigences stratégiques. L'opération a pris une tournure décisive lorsque les équipes ont observé une régularité inattendue dans les trajectoires des drones. Ce qui semblait être une série de manœuvres isolées a révélé une synchronisation qui ne pouvait plus être ignorée. À ce moment précis, Ibrahim Traoré a décidé de marquer un tournant dans l'analyse. La menace n'était plus perçue comme un phénomène ponctuel, mais comme une procédure structurée visant à tester le système de défense du pays. Ce fut la première confirmation qu'il fallait envisager non seulement la tactique, mais aussi la stratégie des intrus. Cette révélation a transformé la réponse de l'État. Le Burkina Faso n'était plus en train de réagir à des incidents isolés, mais bien à une menace systématique. Le glissement de l'analyse vers cette prise de conscience a changé la dynamique de l'opération. Ce changement de perspective n'a pas été immédiat, mais il a ouvert une nouvelle phase dans le travail des équipes de surveillance. Désormais, il fallait interpréter les données à l'échelle de l'ensemble de l'opération. Cette prise de conscience a permis de réajuster rapidement les stratégies, à la fois sur le terrain et au niveau central. Chaque mouvement des drones, désormais perçu comme partie d'un tout, a servi de base pour anticiper les étapes suivantes de l'intervention. Les conséquences de cette opération se sont fait sentir sur plusieurs niveaux. Pour les citoyens, le succès de l'intervention a marqué un tournant dans la perception du risque. Pendant longtemps, les Burkinabés avaient observé des menaces de manière passive, sans croire qu'une réponse aussi rapide et coordonnée soit possible. Mais en voyant les 3 drones neutralisés en 6 minutes, une nouvelle forme de confiance s'est installée. Ils ont compris que le pays avait la capacité de réagir efficacement aux menaces, même avec des ressources limitées. Cette prise de conscience a renforcé le lien entre les autorités et les citoyens, transformant la vigilance locale en un maillon essentiel de la sécurité nationale. Du côté des autorités nationales, cette opération a permis de valider un modèle de défense fondé sur l'analyse systématique des signaux faibles. Le succès de cette approche a démontré que même un système de surveillance apparemment limité pouvait être redéfini pour devenir un outil stratégique puissant. Ce modèle a non seulement renforcé la confiance des autorités dans leurs capacités, mais a aussi attiré l'attention des partenaires internationaux. Les observateurs étrangers ont reconsidéré les capacités du Burkina Faso à gérer la sécurité nationale. L'opération a démontré que le pays ne dépendait pas uniquement de l'aide extérieure, mais qu'il possédait une stratégie autonome efficace pour défendre sa souveraineté. Dans la région sahélienne, ce succès a eu un impact majeur. Les pays voisins ont commencé à observer de plus près les méthodes employées par le Burkina Faso et certains ont même envisagé d'adopter des stratégies similaires. Cela a donné naissance à un modèle de coopération régionale axé sur le partage des données et l'échange d'informations sur les menaces potentielles. À l'international, l'opération a envoyé un message clair. Le Burkina Faso, bien que confronté à des défis importants, n'est pas un simple spectateur, mais un acteur capable de protéger son espace aérien. Les conséquences de cette opération dépassaient donc le cadre de l'interception des drones. Elles ont révélé une nouvelle forme de résilience nationale, fondée sur une analyse fine des menaces
et une capacité à s'adapter rapidement aux évolutions. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso pourrait voir sa posture en matière de sécurité évoluer selon plusieurs trajectoires possibles. Une trajectoire de base prévoit une stabilisation continue des capacités actuelles. Le pays devrait maintenir une vigilance accrue avec des ajustements réguliers au réseau de surveillance, mais sans investissement massif dans des technologies de pointe. Les unités locales continueront de jouer un rôle essentiel dans la détection précoce des menaces, renforçant ainsi la résilience nationale. L'anticipation des risques se fera progressivement à mesure que l'expérience des équipes s'affine. En parallèle, les ajustements effectués lors de l'opération, comme la recalibration du réseau, devraient devenir une routine bien établie. Une trajectoire plus favorable envisage un développement régional autour de l'approche burkinabé. D'autres pays du Sahel pourraient s'inspirer des méthodes employées par le Burkina Faso pour renforcer leur propre capacité à gérer l'espace aérien. Cela pourrait se traduire par un réseau de coopération régionale où les informations sur les menaces seraient partagées entre les États, créant ainsi une défense commune plus robuste contre les intrusions. Cette dynamique régionale, si elle se confirme, offrirait au Burkina Faso un rôle de leader dans la gestion de la sécurité dans le Sahel. Enfin, une trajectoire plus difficile envisagerait une pression accrue de la part des acteurs extérieurs, ce qui pourrait pousser le Burkina Faso à investir davantage dans des systèmes de défense coûteux. L'efficacité du modèle actuel pourrait être mise à l'épreuve si les menaces deviennent plus sophistiquées. Toutefois, l'approche burkinabé, fondée sur l'analyse continue des signaux faibles et l'adaptation rapide, pourrait continuer à être un atout stratégique, même dans un environnement de plus en plus complexe. Quoi qu'il en soit, il est clair que la souveraineté aérienne du Burkina Faso est désormais un enjeu central pour le pays et les mois à venir détermineront dans quelle mesure il saura adapter sa défense pour faire face à de nouvelles menaces. L'impact de cette opération a été profond, non seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur la perception qu'en ont eue les citoyens. Pour ceux qui vivent dans les zones sensibles, l'opération a mis en lumière un aspect de la défense nationale auquel ils n'avaient jamais vraiment prêté attention, la capacité de réaction. Cette prise de conscience a renforcé la confiance dans les autorités locales et nationales. Les équipes sur le terrain, souvent considérées comme des observateurs silencieux, sont désormais vues comme des acteurs clés de la sécurité. Ce changement de perception est fondamental pour l'avenir de la défense au Burkina Faso. Les citoyens, en comprenant mieux le rôle que chaque acteur joue dans le processus de défense, deviennent eux-mêmes des contributeurs actifs. La vigilance partagée n'est plus perçue comme un fardeau, mais comme une force collective. Ce changement s'est fait ressentir dans la manière dont les civils ont réagi aux alertes et aux données recueillies. Plus personne ne voit l'information comme un simple rapport. Chaque détail est désormais vu comme une pièce d'un puzzle crucial pour la sécurité. La participation active des citoyens devient alors un levier de sécurité supplémentaire. De même, les jeunes générations, qui étaient auparavant plus distantes de la question de la défense, commencent à voir un modèle qui leur est accessible. L'opération a démontré que la défense ne repose pas uniquement sur des ressources matérielles, mais sur une capacité collective à analyser, anticiper et réagir. Ce modèle, basé sur l'analyse des signaux faibles et la réactivité face aux menaces, est désormais un modèle qui peut être reproduit et qui inspire les jeunes à s'engager. L'impact de cette transformation ne se limite pas aux unités locales ou au gouvernement, mais il touche profondément la société burkinabé dans son ensemble. L'idée que chaque signal compte, que chaque observation peut changer la donne, modifie la manière dont la population perçoit son rôle face au risque. La défense nationale n'est plus l'affaire de quelques experts. Elle est devenue une responsabilité partagée. Pour assurer la pérennité du modèle de défense mis en place, il est essentiel de définir un plan d'action structuré et mesurable. D'abord,
il s'agit d'unifier la collecte des signaux. Les unités locales doivent transmettre leurs relevés sur une plateforme commune, accessible à toutes les parties prenantes, ce qui facilitera la centralisation des données et leur analyse en temps réel. Cette plateforme devra être opérationnelle dans un délai de 3 à 6 mois, avec une mise à jour continue des informations recueillies. Ensuite, il faut renforcer de la formation technique. Les équipes devront suivre des modules de formation axés sur l'analyse des anomalies et des microsignaux, leur permettant de réagir rapidement sans être submergés par l'afflux d'informations. Ces modules doivent être intégrés directement dans les calendriers de formation militaire, de manière à ce que chaque membre de l'équipe soit prêt à agir en cas de besoin. Puis, il convient d'adapter le réseau de surveillance. Les ajustements réalisés lors de l'opération doivent devenir une routine bimensuelle, avec des recalibrages réguliers, des fréquences en fonction des relevés cumulés. Cela permettra d'améliorer la réactivité des systèmes de détection. Vient ensuite la formalisation des protocoles de réaction. Chaque équipe devra disposer d'une procédure clairement définie, allant de la détection d'un signal suspect jusqu'à l'interception ou la neutralisation de la menace. Ces protocoles doivent être documentés et régulièrement mis à jour en fonction des leçons tirées de chaque opération. Enfin, il s'agit de intégrer les citoyens comme capteurs périphériques. Un système simplifié doit permettre aux civils de signaler des anomalies sans surcharger les équipes, ce qui contribuera à renforcer la sécurité du territoire. Ce système pourra être testé dans certaines régions pilotes avant une généralisation à l'échelle nationale. En combinant ces 5 axes, le Burkina Faso sera en mesure de renforcer sa défense de manière continue, en s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse et sur la collaboration entre autorités, forces armées et citoyens. Cette opération a été un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Elle a démontré que la souveraineté ne réside pas uniquement dans la puissance brute, mais dans la capacité à observer, comprendre et réagir avec précision. Les petits signaux, longtemps négligés, se sont révélés être les clés d'une victoire stratégique. Ibrahim Traoré a montré que chaque détail compte, chaque observation peut changer le cours des événements. Mais au-delà des chiffres et des stratégies, c'est l'engagement de chaque acteur, qu'il soit militaire, technicien ou citoyen, qui a fait la différence. Le succès de cette opération repose sur la vigilance collective, sur la capacité à agir ensemble face à l'invisible. Cela rappelle à tous que la souveraineté n'est pas simplement une question de force matérielle, mais de cohésion et d'anticipation. Cette leçon, simple mais puissante, résonne profondément dans chaque citoyen burkinabé. La défense nationale est une responsabilité partagée. Chaque observation, chaque donnée, chaque action compte. Le Burkina Faso a franchi un cap non seulement en termes de sécurité, mais aussi en matière de résilience collective. L'histoire ne se termine pas ici. Ce que cette opération a prouvé, c'est que le pays est prêt à relever les défis à venir, armé de la connaissance, de la vigilance et de l'unité. Pour finir, cette opération ne marque pas la fin d'un processus, mais plutôt le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. L'engagement des citoyens, des autorités locales et des forces armées a montré que la souveraineté peut se construire, non pas seulement à travers des équipements sophistiqués, mais à travers la cohésion et la réactivité. À chaque étape, de la détection à l'interception, la réponse a été claire et rapide. Ce modèle, désormais éprouvé, peut et doit être partagé avec d'autres nations de la région. À ceux qui suivent cette évolution, la question reste ouverte. Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à une vigilance collective? Que ce soit en signalant des anomalies, en restant attentif aux détails ou en soutenant les efforts des autorités, chaque geste compte. Le Burkina Faso a montré la voie, mais le chemin à parcourir reste long.
À vous maintenant de participer à cette dynamique. Que pouvez-vous faire pour renforcer la sécurité et la souveraineté de votre communauté? L'avenir commence ici.